Bonjour, aujourd'hui on va parler de quoi? Des mangeurs d'âmes? Euh, oui, c'est un sujet qui est relativement difficile à traiter. Ah bon? Et pourquoi c'est difficile à traiter? Ouais, pas tant à cause de la complexité du sujet lui-même, mais plutôt parce que, disons que l'homme actuel est atteint d'une myopie intellectuelle sans précédent, qui a pour effet la pensée rationaliste, qui ne peut pas aller au-delà du monde visible, donc elle ne peut que s'appuyer sur des faits, sans jamais pouvoir en connaître les causes réelles. Du moment que celles-ci font partie du monde subtil, voilà. Alors disons que ce qu'on peut dire, c'est que l'arme la plus redoutable utilisée actuellement par les vendeurs d'âmes, c'est sans contestation possible la télévision. La télévision. Oui, en effet, disons les images qui pénètrent le téléspectateur, le processus est simple. Donc ces images qui pénètrent le téléspectateur se mélangent et se polarisent autour de certains centres vitaux. L'homme, ainsi fécondé, a l'impression que c'est lui qui pense, qui croit, qui décide, qui veut, qui rêve, alors qu'il est tout simplement pris en charge. C'est une technique qui fait partie de l'arsenal thérapeutique utilisé depuis la nuit des temps par les médecines traditionnelles. Ce qui est nouveau, c'est son exploitation à des fins non louables, et c'est à l'échelle industrielle. Il y a d'autres méthodes analogues qui ont été utilisées en médecine. En acupuncture, par exemple, on sait que chaque point est situé sur des méridiens qui sont reliés directement au centre vitaux. Les moxas et les aiguilles sont utilisés pour tonifier ou disperser l'énergie vitale sur les organes ciblés. Et les vrais acupuncteurs connaissent aussi les mantras qui doivent être utilisés en simultanéité avec les moxas ou les aiguilles pour tonifier ou disperser l'énergie vitale sur les correspondances psychiques. Pour simplement, un individu, toujours du point de vue des sciences traditionnelles, est composé de deux corps. Le corps créé d'argile, et le deuxième, le corps subtil, créé de feu, le génie. Le milieu vital du premier est physique, et le milieu vital du deuxième est psychique. D'accord. Voilà. Donc on comprendra aisément que celui qui maîtrise ces sciences est à même d'équilibrer ou de déséquilibrer un individu ou un groupe d'individus. Mais il y a des sociétés qui ont utilisé ça aussi à des fins non louables, la zombification par exemple. Ça n'est pas une fin non louable, la zombification. Il faut replonger dans tout le contexte traditionnel dans lequel la zombification était faite pour comprendre que de nouveau, c'était normalement utilisé à des fins louables. On y reviendra, on en parlera, mais c'est un sujet à part encore, qui va demander tout un développement. Alors disons qu'on y reviendra là. Bon, comme je disais, donc c'est facile pour celui qui maîtrise ces choses-là d'équilibrer ou de déséquilibrer un individu ou un groupe d'individus. Voilà. Alors on peut comprendre aussi pourquoi un individu qui est victime d'un déséquilibre important peut accepter, même souhaiter, en quelque sorte, de sacrifier son corps pour satisfaire un idéal. C'est ce qui arrive parmi les fanatiques. Voilà, le fanatisme, c'est ça à un moment donné. Bref, pour en revenir à la télévision, le choix des programmes en lui-même, il est fictif. Il n'y a pas réellement de bonnes et de mauvaises émissions, il y en a simplement pour tous les goûts. Chaque sujet est traité de façon à prendre en charge l'imagination des téléspectateurs, de façon à paralyser l'intuition intellectuelle. Et tout ceci n'est qu'un aperçu, mais enfin bref, c'est suffisamment éloquent pour celui qui peut encore réfléchir en tant soit peu. D'où provient l'épidémie de schizophrénie qui s'abat sur l'humanité? Ouais, d'où est-ce qu'elle vient? Comment se fait-il que chaque individu se sente de plus en plus isolé?
Pourquoi les familles se disloquent-elles? D'où provient la croissance exponentielle de la violence, alors qu'on parle de plus en plus de paix, etc., etc. C'est en somme autant de questions auxquelles on ne peut apporter de réponse qu'à la lueur d'un minimum de bon sens. À la question « Comment se fait-il que l'homme en soit arrivé là, à une telle décadence ?» il faut revenir, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres occasions, à la fin du Moyen-Âge. C'est à cette époque que le monde occidental a changé de cap. C'est la naissance de l'homme moderne. Voilà, celui-ci a concentré toute son énergie sur ses fruits et oublié totalement ses racines. Voilà ce qui est arrivé. Certains ont appelé cette nouvelle direction la Renaissance, le temps des Lumières. Toujours est-il que l'homme, en ne s'occupant que des fruits, il a gaspillé toute son énergie, sans pouvoir la renouveler, puisque celle-ci ne peut être renouvelée donc que par les racines, en somme. Alors au début, il a exprimé cette sorte d'ivresse par une luxuriance démesurée. On voit ça dans tous les monuments qui datent du temps des Lumières. C'est luxuriance, c'est extraordinaire, mais enfin c'est dénué de sens. Et les mesures, l'harmonie n'y est plus. Il n'y a plus que des doigts de fée qui sont aptes à faire des choses qui sont en elles-mêmes bien faites. Voilà. Alors, et puis depuis il y a disons environ 2 siècles, il est arrivé un peu au bout du rouleau, et puis il s'est raccroché à des inventions. Tu parles de l'homme? Ouais, voilà, de l'homme, il s'est cramponné après des inventions d'une multitude de jambes de bois, en fait, pour tenter de rester debout. Puis actuellement, il s'est fait supplanter par ses inventions, et il en est arrivé à être l'esclave de celle-ci. C'est un atterrissage. On est obligé de reconnaître qu'indépendamment du côté tragique d'une telle situation, il y a un aspect comique à tout ça. Et on pourrait dire, en résumé, c'est l'homme qui est le roi de la création, qui est devenu, en somme, le larbin du tir-orchestre. C'est l'ironie du sort. Voilà. L'homme au service de l'économie. Voilà, c'est ça. Tout tralala, bon. Ok. Et ok. Merci.